m'appelle Jean-François Richier. Mon métier et une de mes passions, c'est d'être cinéaste. J'ai réalisé, je viens de l'apprendre là, 10 films. Un voleur reste un voleur. Puis les résultats restent des résultats. Ils vont nous attaquer avec tout ce qu'ils auront sous la main. Mon premier film était un pamphlet. Je l'ai tourné en 10 jours. L'équivalent de 20 000 €. Alors à l'époque, c'était des caméras qu'il fallait argentiques. Hein. C'était pas fait avec des iPhones. Maintenant, je pense que ce film, je referais maintenant état des lieux. Ça irait beaucoup plus vite maintenant à faire une équipe. Moi, j'ai mis 2 ans. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Hein. Donc, il fallait regarder les génériques, essayer de trouver les numéros de téléphone, appeler les gens, essayer de les convaincre. Puis quand tu n'avais jamais rien fait, c'était pas facile. Donc, rien que monter une équipe, ça m'a pris 2 ans. Maintenant, je pense qu'avec les réseaux sociaux, en une semaine, ça serait monté. Et puis, ce film est à des lieux puisque je l'ai fait concrètement avec les moyens qu'on pouvait disposer, moi et l'acteur principal, qui était Patrick Delisola, qui avait aussi produit le film avec moi. Ça avait coûté 20 000 maintenant euros. Je le ferai pour 2 000. Maintenant, avec un iPhone. Après, j'ai enchaîné sur quelque chose qui me tenait à cœur, c'est comment arrive une émeute dans les quartiers. Laisse-le venir. Une bouteille. Ah ouais, bien sûr, pas de problème. Même une bouteille encore, qu'est-ce que tu veux? C'était une autre époque, hein. On avait des problèmes, mais c'est vraiment pas les mêmes problèmes que maintenant. À l'époque, il n'y avait pas de problème identitaire, il n'y avait pas de problème, on était tous mélangés. Il n'y avait pas de problème de religion, on s'en foutait tous. On avait tous notre religion et puis c'est pas ça qui nous séparait. Donc c'est quand même un ancien monde. Je suis responsable de tout le monde ici. C'est mon job. Je pense que tu sais qui je suis, sergent. Ouais, un gangster. C'est tout à fait ça. Quand j'avais décidé de faire le remake d'Assaut, je ne l'ai pas revu Assaut. Tu vois. Je l'avais travaillé sur Assaut il y a longtemps, je crois même avant que je fasse du cinéma, où je m'étais amusé à construire en schéma le plan du commissariat. Et c'est comme ça que j'ai appris à faire la mise en scène. Et je me disais, voilà, le personnage il va de là à là, pourquoi? Et où est-ce qu'il a placé sa caméra? Et pourquoi? Pourquoi il y a un travelling? Pourquoi il y a une sortie de champ? Pourquoi il y a un panoramique? Pourquoi, voilà, tu vois, tu te poses toutes ces questions-là. J'ai fait sur Assaut avec Carpenter. Et je me souviens d'un truc, alors, peut-être que ma mémoire défaille, mais non, je crois bien que c'est ça, et j'invite les gens à le faire, ceux qui veulent être metteurs en scène. C'est qu'à un moment, il ouvre la porte, je crois que le flic, il ouvre la porte, et il se retrouve dans un bureau, et 10, 20 ou 30 minutes plus tard, il ouvre la même porte, et il se retrouve dans les cellules. Et je me dis, oh, c'est grandiose. Grandiose, tu vois, c'est comment il arrive à installer un espace et à le faire oublier pour te proposer autre chose, par manque de moyens. Et j'avais trouvé ça grandiose, tout ce qu'on peut se permettre. Mais c'est comme le cuirassé Potemkin avec Eisenstein. Quand tu vois les vraies marches, c'est pas impressionnant. Et lui, il a dilaté le temps et tu as l'impression que les marches avec le landau qui tombe là au ralenti, et d'ailleurs ce qu'a refait De Palma, qu'il a revisité. Mais c'est pareil, moi j'étais à la gare. C'est pas grand. Mais ce qu'il en a fait, tu as l'impression que ça dure super longtemps, quoi. Et ça, c'est les réalisateurs, c'est comment ils arrivent à... Ça vient de Griffiths, hein, c'est comment on arrive à proposer le temps cinéma. On n'est pas passé par des studios, on a été voir directement Carpenter, qui nous a pratiquement donné les droits à l'époque. Et je me souviens, moi, il y a des petits moments comme ça, et c'était la première personne qui a vu le film fini. Il était tout seul dans la salle avec moi et Sébastien Lemercier, qui est producteur maintenant aux États-Unis et qui était un Français qui produisait en France avant. Maintenant, il a produit The Purge et tout ça, tous ces gros films. Et donc, nous, on était tous au fond, et Carpenter était assis au premier rang. Alors, moi, je n'aurais jamais choisi d'être au premier rang, mais lui, il a choisi d'être au premier rang. Et donc le film se finit, il applaudit. Et il vient me voir et il me fait, je me souviens pas exactement, mais il me dit same spirit, same energy, but different time. Voilà, c'était ça. Je crois que c'est ça qu'il a dit. C'est le même esprit, même énergie, mais époque différente. Et même encore maintenant, je suis surpris, dans une interview que j'ai vue, il disait que c'était son remake préféré de ses films. Donc voilà, j'étais content.
j'ai toujours eu la lucidité que Hollywood pouvait m'écraser. Je sais pas, il y a beaucoup de réalisateurs français qui pensent qu'ils vont changer là, tout là-bas, ils vont tout révolutionner, et puis à la fin, ils n'en font pas deux. Donc il faut comprendre comment ça marche pour pouvoir pousser les murs. Et quand tu as compris comment ça marche, c'est aussi en fonction de ton résultat, de tes rushs, tu peux pousser les murs, en fin de compte, assez fort. Tu peux faire ton film. Par exemple, c'est mon montage, là, tu vois. Tu peux faire ton film. Messerine, Jacques... Eh, la dactylo, là, c'est quoi qui a pété le premier? C'est les menottes ou le radiateur? Hein? On dit pas Messerine, on dit Mérine. Et puis je suis rentré ici en France pour ma famille, pour voir ma famille, et puis il y a Thomas Langman qui m'appelle, qui venait de voir, que je connaissais pas, hein. Moi, je suis peut-être croisé, peut-être une ou deux fois, mais qui m'appelle et qui me dit ouais, j'ai vu Asso, ouais, est-ce que tu veux faire Mérine? Oh là, attends. C'est Thomas. Thomas est incroyable, mais dans le bon sens du terme. Thomas est un producteur de folie. Et écoute, je lui dis envoie le scénar, envoie-moi le scénar. On voit le scénar, et le scénar, j'aime pas du tout, quoi. Je lui dis écoute, je vais te dire un truc. Moi, je voulais faire Mérine il y a longtemps, et les droits étaient pris, c'était par toi. On réécrit tout de A à Z. Il me fait oh, on peut pas, j'ai mis tant d'argent dessus, on peut pas. Je lui dis écoute. Et le mec, il me fait d'accord, on se lance. Et tout de suite, c'est tout de suite 2 films. Enfin, tu vois, ce mec est incroyable. Et vu la liberté artistique que j'ai eue avec Thomas, et la collaboration professionnelle, mais plus que ça, fraternelle avec Abdelraouf Dafri, qui était le scénariste. C'était fou. Je me levais le matin avec une idée, on se voyait. Et je dis ouais, j'ai une idée. Il me fait attends, je vais te dire la mienne. Et c'était la même. C'était incroyable. Une osmose avec Abdelraouf Dafri, incroyable. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis, je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. À la base, moi, je préfère faire des films en France. À la base, je veux faire raconter des histoires en français. Si je fais là-bas, c'est parce que c'est difficile en France de faire... C'est de plus en plus difficile en France de faire des films qui ne sont pas dans leur idéologie, on va dire. Tu vois, l'idéologie que le cinéma actuel nous présente. C'est difficile. Et moi, je m'en fous de l'idéologie, je veux juste raconter des bonnes histoires. Je ne me crois pas au-dessus du... Tu vois, par exemple, Mérine, je ne mets pas ma morale. Moi, j'ai mes idées politiques. Je veux dire, elles sont faciles à connaître, tu regardes mes films. Mais je ne vais pas commencer à juger un personnage. J'essaye de comprendre pourquoi un mec qui traînait avec l'OAS veut rejoindre les Brigades Rouges 20 ans après, alors que c'est le contraire. C'est ça qui m'intéresse, c'est de raconter cette histoire de ce mec, comment il arrive à changer, comment raconter une époque avec un personnage haut en couleur, tu vois, c'est de raconter l'histoire de France avec un petit personnage, comme est-ce que c'est un brigand, c'est tout. Et c'est ça qui m'intéresse. Je ne sais pas si c'est encore possible. D'ailleurs, je te le dis, c'est plus possible de faire des films comme ça. Donc, si c'est pas possible, tu vas t'éclater ailleurs. C'est mauvais pour ma libération conditionnelle. Le scénar n'a pas été écrit pour Mel Gibson. Tu vois, c'est moi qui le propose à Mel. Quand tu lis le livre, en fin de compte, le livre, c'est construit en 3 actes, et le film est le 3e acte. Il y a 2 actes avant. Tu vois, il y a 2 où on voit que la fille, que lui, et après ils se rencontrent. Tu vois. Donc c'est le dernier acte, et c'est le romancier qui a adapté son scénario. Peter Craig, là, qui est devenu un grand... alors il bosse pour Spielberg, pour tout le monde, mais un grand scénariste. Il était déjà un grand scénariste quand j'ai bossé avec lui. Mais c'était son premier truc, je crois. Ouais, c'était son premier truc. Donc moi, je le propose à Mel. Mais même, je vais te dire un truc, les références que j'ai pu lire après, j'en avais pas conscience pendant le plateau. Par exemple, tu vois, on dit, à un moment, il a un fusil court et il tire, on fait la référence à je ne sais plus quel film, dans Mad Max. Alors, évidemment, je connais Mad Max, mais je n'ai pas choisi ça pour ça. Ça s'est passé pourquoi? Ça s'est passé... À la base, il avait un petit flingue. Je dis, putain, les motards arrivent vers lui, il va avec son petit flingue, il a l'air d'un débile. Donc, on a apporté un fusil. C'était pas pratique de sortir de la moto et prendre le gros fusil. Donc, on a pris entre les deux. Le truc, il est pragmatique, il n'est même pas référence par rapport à Mad Max. Et après, je me dis, mais c'est vrai que c'est dans Mad Max. Mais c'est l'audience, les spectateurs qui me le révèlent. Complètement oublié, moi, ça. Il est là en moi, mais je ne fais pas ça pour ça. Alors après, on dit hommage. En vrai, c'est un hommage, où ça, j'en avais confiance, c'est un hommage à tous ces films de Bloodfather, de série B, mais dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que c'est qu'une série B? C'est un budget. C'est pas qualitatif, une série B. On ne peut pas dire qu'un film de Dan Siegel, il est inférieur à une série A qui se faisait au même moment. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est plus le série B qui va rester dans l'inconscient collectif.
Mais c'était ça, c'était un film, c'était des hommages aux films des années 70 avec des personnages ancrés, pas forcément de gros moyens, mais une prétention à vouloir distraire et de passer un bon moment. Je me revendique complètement sur Bloodfather une filiation de Don Siegel. Hey Blazer 119, on a une panne électrique. Est-ce que quelqu'un branche bon sang? On va se cracher, on va se cracher. Je voulais en fin de compte que la scène du début de la catastrophe de l'avion, ça soit équivalent à une scène de fin d'un film générique. C'est-à-dire que tu pourrais finir sur ça. Tu craches l'avion et tu finis où il atterrit, tu pourrais finir sur ça. Et je voulais commencer sur ça, et c'est pour ça qu'ils l'ont bien capté, parce qu'ils ont fait, vous pensez que le crash était, je ne sais plus quoi la phrase, mais voilà, le crash n'était que le début. Et oui. Et je vois qu'en fin de compte, ça j'en avais conscience en faisant le film, qu'il y avait plusieurs genres dans le film, mais quand même il est tenu par un genre global qui est le thriller. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs genres au sein d'un thriller. Et je m'aperçois que les critiques, alors toi tu le vois, mais je m'aperçois que les critiques américains, c'est ce qui rend le film, on va dire, unique, c'est un grand mot, mais un peu différent des films génériques qui sont que sur un genre. Et ils disent que c'est l'ADN de Plane, enfin, parce que c'est Plane aux États-Unis, mais c'est Mayday ici, qui fait qu'on passe de plusieurs genres à un autre, mais c'est tenu par le thriller. Écoutez attentivement, il s'agit d'une situation d'urgence. Je suis le commandant Brody Torrance. Je crois que Gerard Butler, c'est un des rares working class héros, un héros de la classe ouvrière, où tout le monde peut s'identifier. Moi, j'ai vu là, les avant-premières. C'est fou. Et je vois le public, c'est kiff. Moi, je ne suis pas du tout réseaux sociaux, mais j'ai regardé Twitter depuis 3-4 jours depuis qu'il est sorti. Où ils font des vidéos, ils font tout de suite comment ils réagissent. Mais c'est des gens comme nous, lambda, des gens qui se lèvent, qui vont bosser au McDo, qui vont... complètement diversifiés, des blancs, des noirs, des Mexicains, ils kiffent quoi. Oh, puis ça fait plaisir. Et je pense que c'est pas dû qu'au réalisateur, c'est dû énormément à l'acteur. Sincèrement, je vous jure que pour rentrer chez nous, il faut monter dans cet avion. Je vous ai amené jusqu'ici, je vous demande de me faire confiance. Encore un petit peu, ok? Vérification de prévol. Allez, tout le monde suit Monsieur Délé. Tu sais, je reprends un exemple un excellent metteur en scène, Oliver Stone, qui a fait JFK. On lui demande pourquoi. Je me souviens d'une interview quand j'étais gamin, donc c'était avant que je fasse du cinéma, JFK. Il me dit, mais pourquoi vous avez pris Costner pour faire JFK? Il me fait parce qu'il avait un potentiel sympathie incroyable, dont j'avais besoin pour JFK, parce qu'il venait faire Danse avec les loups. Les acteurs, ils viennent avec leur background. Même s'ils s'identifient au personnage et tout, on sait tous que Mel Gibson a fait Mad Max et qu'il a fait Les Lethal Weapon, L'Arme Fatale. On sait tous qu'il a été Mac Bannon, on le sait. Donc toi, tu viens avec ce background, tu vois. Après, tu le tords un peu, etc. Tu vois. Mais ils viennent avec ce potentiel de sympathie. J'ai une fille et j'ai bien l'intention de rentrer à la maison. Ils vont nous attaquer avec tout ce qu'ils auront sous la main. On va quitter cette île.